Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on aborde des sujets qui vous concernent. Aujourd'hui, dans notre dossier du jour, on consacre une émission spéciale au bouclier sécuritaire en Ile-de-France, un dispositif menacé par une décision imminente du tribunal administratif qui permet pourtant à la région d'aider les communes à financer des projets liés à la sécurité. 735 communes au total ont pu en bénéficier dans notre région pour un total investi de 150 millions d'euros. Valérie Pécresse est vent debout pour défendre ce dispositif. Elle argumente notamment sur la forte exposition de notre région à l'insécurité. On en parle dans une minute avec nos invités en plateau. En culture, le musée de l'Orangerie nous propose de poser un autre regard sur l'art au travers du flou qui nous ouvre des portes inestimables et inespérées sur les plus grandes œuvres de 1945 à nos jours. De la gastronomie enfin avec la chronique de Laurence Aloche, C'est tout bon, qui est comme toujours très à la page. Cette semaine, elle nous parle évidemment de création glacée pour nous rafraîchir. Face à la menace de la suppression du bouclier sécuritaire, Valérie Pécresse n'a pas hésité à parler de non-assistance à franciliens en danger. La présidente de région défend bec et ongle ce dispositif. Elle l'a notamment fait hier. C'était dans Télématin. On écoute Valérie Pécresse. Et ce bouclier de sécurité, il est menacé aujourd'hui. Il pourrait être annulé par le tribunal administratif. Il pourrait être annulé par le tribunal administratif. Les communistes qui sont dans une course à l'échalote avec la France insoumise aujourd'hui à la région Île-de-France ont attaqué le bouclier de sécurité et nous disent c'est pas la compétence de la région. Eh bien, je suis désolée, mais mettre en danger le bouclier de sécurité aujourd'hui, c'est de la non-assistance à franciliens en danger. Parce que la vérité, c'est que ce bouclier de sécurité, il permet de baisser la délinquance partout en Île-de-France. Et c'est un déni de réalité. Si on nous dit que la région n'a pas le droit d'aider les communes pour leur sécurité, moi je ne comprends pas du tout pourquoi on n'aurait pas le droit de le faire. On a le droit d'aider les communes. Le Code des collectivités locales dit que la région a le droit de compléter les actions des communes. Nous avons le droit de le faire pour les maisons médicales, nous avons le droit de le faire pour les écoles primaires, pour les crèches, et on n'aurait pas le droit de le faire pour la première priorité des franciliens, qui est la sécurité. C'est absurde. La sécurité qui est la priorité numéro 1 des franciliens, comme l'a rappelé Valérie Pécresse. Elle a parlé également de déni de réalité. On va évidemment en parler avec nos invités en plateau. Frédéric Pechner, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, chargé de la sécurité et de l'aide aux victimes. Christian Robach, vice-président du département de Seine-et-Marne, en charge de la sécurité et des bâtiments départementaux. Julie Ruiz nous rejoindra dans quelques minutes. Elle est journaliste pour le Figaro Économie. Pour qu'on soit tous au clair, messieurs, j'aimerais d'abord qu'on explique ce qu'est ce bouclier sécuritaire, parce qu'on en parle beaucoup sans forcément comprendre exactement ce qui se trame derrière. À quoi sert ce dispositif et qu'est-ce qu'il englobe? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la région est là pour investir. Et la région est là, notamment dans le domaine de la sécurité, pour aider ceux qui en font. C'est-à-dire que la région n'a pas comme vocation de faire de la sécurité, mais par contre, d'aider ceux qui en font. Qui en fait? L'État. Donc nous avons une convention avec le ministère de la Justice, nous avons une convention avec le ministère de l'Intérieur pour aider l'État. Par exemple, l'année dernière, nous avons acheté des chevaux pour les brigades de caisse de la police nationale. Il y a 2 ans, nous avons acheté des véhicules pour la sous-direction de la police régionale des transports. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, les maires. 1200 communes en Île-de-France, 1200 maires qui sont officiers de police judiciaire, qui sont responsables de la sécurité dans leur ville et qui, pour la plupart aujourd'hui en Île-de-France, en tout cas pour les villes les plus importantes, ont des polices municipales. Donc ce bouclier de sécurité, il a été voté maintenant il y a presque 10 ans, en janvier 2016, pour aider les communes. C'est-à-dire que concrètement, il y a un maire qui veut installer de la vidéoprotection ou augmenter la vidéoprotection. Il y a un maire qui veut équiper mieux sa police municipale, construire un commissariat de police municipale, avoir plus de véhicules, plus de gilets pare-balles. Et donc il fait une demande à la région qui va cofinancer. Donc on va apporter une aide. Donc on est plus, si j'ose dire, dans l'aménagement du territoire, un investisseur en aménagement du territoire qu'en sécurité pure. Et d'ailleurs, depuis que j'ai été élu, donc depuis fin 2015, nous avons déféré au contrôle de légalité, c'est le préfet de région, les 89 délibérations qui nous ont permis d'apporter, vous l'avez dit tout à l'heure, à 740 communes les 150 millions. Donc 89 fois on a envoyé au contrôle de légalité qui n'a rien trouvé à redire sur la légalité de ce qu'on faisait. Et puis bon, là pour des raisons, sur des raisons politiques,
le tribunal administratif a été saisi par les groupes d'opposition, notamment le groupe communiste. Alors, ce qui nous inquiète un petit peu, c'est que le rapporteur du tribunal administratif a l'air de considérer que ça n'entre pas dans nos compétences. C'est pas ce qu'on pense. Nous ferons, si le tribunal administratif devait annuler notre bouclier de sécurité, ça serait quand même, on l'a vu hier, il y avait 200 maires qui sont venus, mais les 730 maires qui ont bénéficié du bouclier de sécurité, parfois d'ailleurs plusieurs fois de suite, je pense que c'est une aide qui est extrêmement importante et qui risque de leur manquer par la suite. Une question peut-être un peu plus concrète qui concerne directement la Seine-et-Marne. Quel est l'effet du bouclier sécuritaire dans votre département ? Vous savez, la Seine-et-Marne, c'est 49% de l'Île-de-France, donc c'est 510 communes. Et la préoccupation, ce que vient de dire Valérie Pécresse, c'est la sécurité. La première préoccupation des Français, c'est la sécurité. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un déséquilibre de sécurité dans les grandes villes comme dans les petites villes. Donc il a fallu qu'on mette en place, et on a copié, entre guillemets, je suis désolé de le dire comme ça, mais on a complété en tout cas la subvention de la région pour pouvoir justement aider nos communes seine-et-marnaises à pouvoir s'équilibrer. Et je le dis haut et fort, aujourd'hui, c'est peut-être la seule politique, entre guillemets, qui fait l'unanimité au sein même de toutes les communes seine-et-marnaises. Donc ça veut bien dire que ce besoin est essentiel et fondamental pour la survie de la sécurité des communes aujourd'hui. Est-ce que les communes de Seine-et-Marne pourraient assurer la sécurité de leurs habitants sans le bouclier sécuritaire aujourd'hui ? Sans le bouclier de la région ni du département, c'est une évidence. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que le taux de subvention sur les communes de Seine-et-Marne, avec le bouclier de la région, on est à peu près aux alentours de 70% qui couvrent évidemment le projet. Donc vous voyez, c'est important pour les maires. Il n'y a pas de divergence gauche-droite, entre guillemets, en Seine-et-Marne, mais on fait tout pour que toute cette sérénité, cette sécurité qui devient préoccupante avec l'actualité de ce monde fait qu'aujourd'hui on est obligé de le faire avec grande volonté et grande fierté. Ce dispositif qui a déjà permis d'accompagner 60% des communes d'Île-de-France, on l'a rappelé, 735 communes au total. Sur quels enjeux sécuritaires est-ce que ça permet de mettre l'accent, Frédéric Pechner ? On voit bien qu'on est dans les polices municipales sont aujourd'hui de plus en plus importantes, en France d'une manière générale, mais plus particulièrement en Île-de-France, où les problèmes sécuritaires sont tout de même très, très importants, y compris les risques terroristes. Et la police municipale a une place bien à part, c'est aujourd'hui la vraie police de proximité. Vous avez la police nationale et la gendarmerie qui sont englués dans tout un tas de problèmes, les problèmes d'investigation, les problèmes de procédure pénale. Bien sûr, ils sont responsables également de tout ce qui est l'ordre public. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de manifestations. Donc finalement, que la police municipale a des missions bien définies. La police municipale a des missions qui sont très, très simples, qui est de faire respecter les arrêtés du maire, de s'occuper des incivilités. Mais du coup, elle est très présente dans la rue. D'ailleurs, souvent, c'est la police municipale qui va être primo-intervenante sur des faits qui sont parfois plus graves que ça. Donc c'est premier relais, en effet. Premier relais. C'est donc quelque chose qui est extrêmement important dans la police municipale. Encore faut-il qu'elle soit convenablement équipée. Ce bouclier de sécurité à la région Île-de-France, en partenariat avec d'autres départements. Il y en a un département qui a arrêté de faire ça pour des raisons financières, parce que toutes les collectivités locales sont un petit peu mises au régime sec. Mais pour Valérie Pécresse, la sécurité, ça reste une priorité. Donc finalement, moi, comme vice-président, je ne vais pas me plaindre, puisque mon budget augmente chaque année. Il était multiplié par 5 depuis qu'on est arrivé, mais ça correspond à une demande des maires qui est de plus en plus forte, parce qu'ils ont de plus en plus besoin de s'investir dans la sécurité. Et je rappelle quand même, excuse-moi Frédéric, mais c'est que la police municipale, c'est une volonté du maire. C'est pas une obligation. Voilà. Encore une fois, donc on a bien une discrétion du maire. Bien sûr, évidemment. Julie Louise nous a rejoint, journaliste Le Figaro Économie. On va évidemment parler de ce régime sec auquel sont soumises les collectivités territoriales. J'aimerais juste qu'on parle d'une réalisation très concrète dans la mairie d'Uny en Seine-Saint-Denis. On a eu le financement de 15 caméras de vidéoprotection, un nouveau véhicule pour la police municipale. Grâce aux caméras, on a un taux d'élucidation qui a augmenté de plus de 45%. Ça, c'est un élément très concret, finalement, d'une des actions rendues possibles par ce bouclier de sécurité. Demain, si on le supprime, ça c'est terminé. Oui, ça risque de tomber. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que là où il y a une volonté politique,
vous réussissez en termes de sécurité. Donc partout où les maires, quelle que soit leur tendance politique d'ailleurs, les maires décident de s'intéresser à la sécurité, donc créer une police municipale là où elle n'existait pas, la renforce là où elle existait déjà, met de la vidéoprotection, eh bien il y a un élan qui se crée et donc nous on est là pour aider cet élan. D'ailleurs quand je dis toute politique confondue, je n'ai jamais refusé une subvention à un maire quelle que soit sa couleur politique. C'est d'ailleurs, Valérie Pécresse le rappelait hier, il y a 18 maires de villes communistes, qui appartiennent au Parti communiste, qui ont sollicité et obtenu des subventions de la région pour le bouclier de sécurité, et c'est le même groupe qui va contester ce même bouclier de sécurité. Il y a les mêmes élus, évidemment. C'est pas les mêmes élus, bien sûr. Il y a là, à mon avis, une schizophrénie qui mériterait d'être débattue en interne. Julie Ruiz, quand Frédéric Pechnard dit que son budget alloué à la sécurité en Ile-de-France a été multiplié par 5, on est en effet dans une volonté politique. Concrètement, qu'est-ce que ça dit ? Un budget qui est autant augmenté et donc derrière qui est assumé. Ça dit effectivement une volonté politique qui est très forte parce que, comme le disait à l'instant Frédéric Pechnard, les collectivités sont mises au régime sec. Donc pour pouvoir augmenter un budget, quel qu'il soit, mais dans ce cas-là, la sécurité, ça montre une vraie volonté de la région, là, dans le cas échéant, de mettre l'accent, la priorité, quitte à faire des sacrifices. Ça, on doit vous le dire, vous devez faire des jaloux au conseil municipal, d'ailleurs, avec un budget en augmentation, à l'heure où, comme toutes les collectivités territoriales, on serre la vis. Exactement, on doit serrer la vis sur les financements. Budget total de 150 millions d'euros investis par la région pour le bouclier sécuritaire à lui seul, avec un volet financier qui est extrêmement important. C'est ce sur quoi a insisté Marie-Carole Siontou. Elle est sénatrice LR du Val-de-Marne. On l'écoute. En 2016, la région Île-de-France a subventionné 732 communes pour des dépenses de sécurité à travers son dispositif bouclier de sécurité. La région est ainsi venue en soutien de dépenses d'équipement des polices municipales ou de vidéoprotection pour un montant de 145 millions d'euros. Elle apporte aussi son concours à l'État pour la construction de commissariats. Or, voici que l'opposition a attaqué ce dispositif devant le tribunal administratif. Le rapporteur public a conclu à son annulation au motif que la sécurité ne relèverait pas de la compétence régionale. D'autres régions que l'Île-de-France ont adopté des dispositifs similaires. Si le tribunal administratif suit ces conclusions, c'est une partie non négligeable du financement des politiques de sécurité qui sera remis en cause. Alors, indépendamment de la chose politique, vous avez parlé évidemment de volonté politique tout à l'heure, c'est majeur. Derrière, on se pose la question du financement de la sécurité dans les départements, dans les communes, évidemment dans la région Île-de-France. Demain, vous nous l'avez dit, si on supprime effectivement ce bouclier sécuritaire, ça aura des conséquences. Il y a des projets qui ne pourront plus être menés. Moi, j'ai une question, comment est-ce qu'on faisait avant le bouclier sécuritaire ? Non, mais je pense que le devoir... des collectivités, c'est d'être fort ensemble. Donc forcément, on se complémente dans tous les domaines. Après, c'est vrai qu'on est au régime sec, mais quelque part, la priorité n'est pas non plus, je dirais, de se mettre la rate au bouillon sur tel ou tel sujet. On a des obligations, on les remplit. L'ensemble des élus sont responsables face à des budgets. Aujourd'hui, la sécurité est primordiale dans, je dirais, la préoccupation des Français. On se doit de procréer, entre guillemets, ou de continuer ce continuum de sécurité qui fait qu'aujourd'hui, on est en complément, encore une fois, des forces de l'ordre que j'admire encore au demeurant, et qui font un boulot formidable tous les jours. Mais on a notre rôle à jouer et je pense que la région le remplit complètement, les départements aussi, et total soutien à Valérie Pécresse dans cette épreuve, quoi. C'est vrai qu'on est dans un contexte de contraction des dépenses publiques. Dans un rapport publié vendredi dernier, la Cour des comptes accuse les collectivités locales d'avoir contribué à la hausse des dépenses publiques dans des proportions très importantes. Julie Ruiz, moitié du solde du déficit qui serait imputé directement aux collectivités locales. Qu'est-ce qui est effectivement pointé du doigt ? Alors, effectivement, quand on le présente comme ça, il faut aussi savoir le nuancer, puisque ce que dit la Cour des comptes, c'est que effectivement, dans la dégradation du déficit qu'on a eu depuis 2023, 2024, et bientôt, alors 2025 normalement, le déficit devrait un petit peu se résorber, mais on a eu une explosion du déficit public par rapport aux prévisions du gouvernement et puis en valeur absolue en 2023 et 2024. Alors ça, je ne me risque
risquerai pas à moi-même tirer des conclusions. Ce que dit la Cour des comptes, c'est que dans cette dégradation du déficit, qui a atteint 5,8 en 2024, les dépenses, la dynamique des dépenses des collectivités y est pour moitié. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que dans l'ensemble du déficit public, si on oublie la dynamique mais qu'on prend tout simplement le stock du déficit public, là, les collectivités sont loin, très loin d'être la variable lourde. Et la variable lourde, ça reste le déficit de l'État, tout simplement. Il y a des éléments un peu plus concrets, un petit peu plus pointus qui sont pointés du doigt, les primes des fonctionnaires, les recrutements, certains investissements, des charges de fonctionnement notamment, beaucoup de charges liées au personnel qui sont de plus en plus lourdes. Ça, c'est chiffré, c'est statistique. Tout à fait, c'est chiffré, c'est statistique. Il y a beaucoup de fonctionnaires territoriaux, il y a une forte dynamique aussi de masse salariale qui est due à la fois dans les collectivités territoriales, qui est due à la fois au recrutement, parce que les collectivités... Donc on embauche des agents. On embauche des agents, mais pas que. Alors, c'est aussi un autre problème, mais moins budgétaire quand même. Il y a une autre variable, et c'est ce que disent beaucoup les élus locaux, c'est que cette masse salariale, ce sont des fonctionnaires, donc, comment dire... Et elle est aussi vieillissante. C'est-à-dire que quand on est fonctionnaire, à mesure qu'on avance dans sa carrière, automatiquement, on est augmenté. Exactement, les salaires augmentent, les pensions augmentent. Et ça, c'est incompressible, ça fait partie en effet de la fonction elle-même. Il faudrait changer les grilles, et ça, on sait que c'est difficile. Aussi, il y a des choix politiques de l'État, c'est-à-dire l'augmentation du point d'indice. Et ça, ce n'est pas ni les maires, ni les présidents de région, ni les présidents de département qui ont la main sur le point d'indice qui détermine le montant des pensions de leurs fonctionnaires. On précise quand même qu'il n'y a pas eu de baisse de recettes, en tout cas pas de baisse de recettes conséquente, ce n'est pas ce qui explique le déséquilibre. Comment est-ce que vous expliquez qu'on en arrive là, Frédéric Pechner? Je voudrais préciser quelque chose, c'est que toutes les collectivités territoriales ne sont pas notées de la même façon. Bien sûr. Par exemple, quand Valérie Pécresse a été élue présidente de la région, le budget de la région, qui est resté à peu de choses près le même, mais c'était 60% de fonctionnement et 40% d'investissement. Or, la région, c'est de l'investissement. Ce qu'on demande à la région, c'est que les trains fonctionnent, que les métros soient câblés correctement et qu'on construise des beaux lycées. C'est quand même l'essentiel. Eh bien, en 10 ans, on a réussi à inverser. Aujourd'hui, le budget, il est à 60% d'investissement et à 40% du fonctionnement. Ça signifie qu'on a pas recruté un certain nombre de fonctionnaires. Ça veut dire qu'on a fermé un certain nombre d'organes ou d'organismes qui étaient autour de la région, dont l'utilité n'était pas forcément évidente. Et cet argent qui a été dégagé, on a pu le mettre dans la création de nouveaux lycées, dans la création de nouveaux métros, etc. Alors, certes, donc le budget de la région Île-de-France est à l'équilibre. Il est à l'équilibre, mais surtout, vous pouvez pas, il faut pas comparer. La dépense publique en soi, c'est pas forcément un gros mot. C'est un gros mot si ça aggrave quelque chose. Mais si vous êtes de l'investissement, si vous construisez pour l'avenir, si vous avez des nouvelles rames de métro, si vous avez exactement des nouveaux lycées, eh ben c'est non seulement c'est sain, mais c'est vertueux. Donc ça, c'est de la bonne dépense publique, si j'ose dire, par rapport à une mauvaise dépense publique qui ne va pas servir à grand-chose. Sauf à faire fonctionner sur lui-même un système qui va finalement coûter de l'argent sans donner un avantage, parce que finalement, si vous êtes élu, c'est pour représenter vos électeurs. Et c'est pour faire en sorte que vos électeurs soient contents de ce que vous faites. Si vous vous contentez de vivre sur le budget, ça n'intéresse personne. Un mot de la situation en Seine-et-Marne, quand vous découvrez les conclusions de ce rapport de la Cour des comptes, est-ce que vous vous sentez concerné ? La question, c'est pas se sentir concerné. Je pense que la Cour des comptes a son rôle à jouer. Et je pense qu'il faut des agents, entre guillemets, régulateurs, un petit peu tout ça. Mais vous parliez d'équilibre de budget. Nous, les collectivités, nous sommes dans l'obligation d'équilibrer nos budgets. Ce qui n'est pas le cas de la mairie de Paris. Ce qui n'est pas le cas de l'État, surtout. Ce qui n'est pas le cas de l'État, surtout. Donc il faut le rappeler de temps en temps, et ça fait du bien de le rappeler. Moi, je suis maire. Je peux vous dire une chose, ça fait 17 ans que je suis maire, et je suis bien obligé, malgré les investissements sur une ville comme la mienne, qui est toute nouvelle, qui a 1000
à l'équilibre. D'avoir un budget à l'équilibre, exactement. Donc voilà. Après, la Seine-et-Marne, oui, fortement, on est concerné sur beaucoup de choses. La Seine-et-Marne, c'est encore une fois, c'est 49% de l'Île-de-France, un budget d'1,7 milliard. On est obligé de faire des choix. Aujourd'hui, la restriction budgétaire, on nous a demandé 70 millions en moins. Maintenant, on est à 46 millions. On est bien obligé de faire des choix. Encore une fois, ce sont des priorités. Mais il y a des passages obligés que nous devons assumer, malgré, si on se substitue malheureusement à l'incompétence de l'État. Mais il faut qu'on arrive, en tout cas, à bien faire et à bien se programmer, en tout cas, sur ce qu'on doit aux Seine-et-Marnais de manière générale et ce qu'on doit aux Franciliens de manière générale. Donc, je pense que c'est important de le dire aussi. Et puis quand on entend les mots de Frédéric Pechnard et de Christian Robache, on se rend compte que finalement l'obligation qui est portée aux collectivités locales, qu'on parle des départements, qu'on parle des maires, qu'on parle de la région, tend à donner des budgets à l'équilibre. Pourquoi est-ce que la situation alors elle est si mauvaise? Alors la règle d'or budgétaire qui est ce qu'évoquent je pense ces messieurs, c'est sur le budget de fonctionnement. Et pas sur le budget d'investissement. On peut emprunter et d'accord, donc quand on parle de budget à l'équilibre, on est à l'équilibre sur le budget de fonctionnement et non pas sur la question des investissements. Oui, et quelque part, heureusement que quand une commune, un département ou une région veut, enfin c'est plus vrai pour les communes d'ailleurs, veut par exemple, je sais pas, rénover une piste cyclable ou isoler son école, qu'elle puisse emprunter. Pour le faire. Et donc effectivement, la règle d'or s'applique sur le budget de fonctionnement. Ce qui se passe, c'est simplement de l'analyse comme celle de la Cour des comptes, c'est que les dépenses augmentent et comment dire, dans le déficit public est quelque part un arbitre un petit peu injuste. Si la dépense augmente des collectivités, ils ne se demandent pas si c'est de la bonne dépense ou si c'est de la mauvaise dépense. Ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, Frédéric Pechnard. Et donc si ce sont des investissements vertueux. Exactement. Le déficit public tel qu'on l'entend, 5,8 pour reciter celui de 2024, ne se demande pas si les dépenses qu'on fait, les prêts qu'on contracte, sont pour réaliser des investissements qui vont peut-être rapporter dans le futur ou si c'est simplement du fonctionnement. Alors justement, ça reboucle notre sujet sur la priorité des Français, priorité qui est la sécurité. 193 projets seraient effectivement menacés par la fin du dispositif. Vous, ça vous inquiète, Frédéric Pechnard ? Oui, bien sûr, ça m'inquiète d'autant plus qu'il y a eu un sondage de mars 2025 qui dit que pour 77% des maires d'Île-de-France, ma région, la priorité numéro 1, c'est la sécurité. Tout à fait. Donc on voit bien que si on veut aider ces 77% de maires, donc l'immense majorité des maires, il faut qu'on puisse continuer à le faire. Ça n'exclut pas en plus les autres qui se sentent évidemment concernés aussi par la sécurité. Mais peut-être pas au premier chef. Pas au premier chef. Absolument. Bon, évidemment, si le tribunal administratif annule le bouclier de sécurité, naturellement, nous nous conformerons aux décisions de justice. Alors, on fera appel, naturellement, mais en attendant, on arrêtera. On arrêtera. Et vous arrêterez net ? Comment est-ce que ça fonctionne quand c'est comme ça pour que les Franciliens comprennent ? Eh bien, on arrêtera net. Et ce qui a été voté à la dernière commission permanente de la semaine dernière, probablement ne sera pas payé. Et donc, c'est par exemple 190 gilets pare-balles qui ne seront pas livrés aux polices municipales qui nous l'ont demandé. Et donc les victimes derrière, ce seront les communes évidemment, et donc les administrés. Les communes. Et puis il faudra espérer qu'il n'y ait pas un policier municipal qui soit tué ou blessé parce que finalement on n'a pas pu lui donner ce gilet pare-balles pour se protéger. Ce qui est particulier, c'est qu'on a cette discussion dans un contexte qui est marqué par une insécurité record et par ce que vous expliquiez tout à l'heure sur cette priorité qui est donnée par les Français, par les Franciliens à cet enjeu sécuritaire. Vous, demain, comment vous imaginez un avenir finalement sans bouclier sécuritaire ? Je vous ai posé la question du fonctionnement de la Seine-et-Marne avant l'instauration du bouclier sécuritaire. Demain, ça fonctionnerait comment ? Je pense que la sécurité fonctionnerait mal, en tout cas, dans des villes surtout comme la mienne qui évolue d'année en année. Mais encore une fois, Frédéric disait que si on arrête net, ça met en cause des projets, mais ça met en cause des projets aussi de Seine-et-Marnais. Donc forcément, les subventions sont plus les mêmes. Donc ça a des dommages collatéraux qui sont incommensurables. Et les gens ne comprendraient pas, et les maires ne comprendront pas non plus cet arrêt. Après, vous savez, on vit dans un monde politique. On l'a dit, dans la déni de réalité, avec des provocateurs, des agitateurs, on a l'impression d'avoir des casseurs de bon sens qui font que derrière que toutes les choses qui fonctionnent très bien, encore une fois avec des convictions, avec des envies de faire bien les choses de la part des élus, on a l'impression qu'il y a des gens qui se mettent là pour des statuts qui n'existent pas et qui sont encore une fois des casseurs de projets. Donc il y a un moment donné, il faut être
faut avoir le sens des gens en fait. Il faut avoir le sens de la vie et je pense que tout ce que l'on peut faire à la région, au département, dans les communes, je pense que toutes ces personnes-là qui sont quand même des gens qui sont remplis de convictions, qui ne vivent pas grâce à la politique politicienne ou quoi que ce soit. Oui, qui sont impliqués dans la vie quotidienne de leurs administrés. Ouais, exactement. Donc c'est important. On a beaucoup parlé d'un sujet politique, il y a aussi une question juridique qui est sous-jacente. Vous l'avez évoqué en début de discussion, Frédéric Pechnard. Je vous cite les mots de Céline Malézé sur ici le 2 juillet. La région s'octroie une compétence régalienne, puisqu'en effet la sécurité est une compétence de l'État. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors, s'il faut savoir, moi avant d'être élu, j'ai été policier pendant 30 ans. J'étais commissaire de police pendant 30 ans et je suis rentré dans la police en 1981. À l'époque, il était pratiquement impensable que quelqu'un d'autre que la police et la gendarmerie s'occupent de sécurité. Et puis les choses ont évolué parce qu'elles se sont détériorées en termes de sécurité au fil des années, ont évolué parce que la vie a fait que ça évolue. Et maintenant, on est tout à fait dans ce qu'on appelle le continuum de sécurité. C'est-à-dire que même l'État considère qu'il ne peut pas tout faire lui-même, et donc ça part de l'État, du ministre de l'Intérieur. C'est la délégation de compétences ? Oui, bien sûr, jusqu'au maire, mais chaque élu doit s'impliquer dans cette espèce de continuum de sécurité. Donc, mais comment connaître les limites alors de l'implication de chacun ? C'est très compliqué parce que vous avez des... J'imagine. C'est très compliqué. Vous avez des compétences obligatoires à la région. D'accord. Vous avez des compétences facultatives. Okay. Et vous avez, en dehors de la loi sur la région proprement dit, un code des collectivités locales qui va vous dire que vous avez le droit de faire un certain nombre de choses. Par exemple, nous n'avons pas effectivement à proprement parler de compétences de sécurité, ni obligatoires ni facultatives, mais nous sommes compétents dans les lycées. Difficile de s'occuper des lycées sans s'occuper de la sécurité des lycées. Et on l'a vu avec l'actualité. On a fait 418 lycées sur les 470, on a fait des travaux de sécurisation. On est compétent pour les transports, c'est difficile qu'on ne soit pas compétent pour la sécurité des gens qu'on transporte. Quand vous prenez le métro, vous voulez que le métro soit à l'heure, vous voulez qu'il ne fasse pas trop chaud si c'est la canicule, puis vous voulez ne pas être agressé non plus. Mais tout ça, ça fait partie de la même chose. Et puis, on a également des compétences, en dehors des compétences propres, par exemple, dans la politique de la ville. Quand vous regardez la loi sur la politique de la ville, eh bien, en sixièmement, il y a la prévention de la délinquance. Et là, les collectivités territoriales sont présentes, y compris la région. Alors, c'est pas partout, c'est des endroits de politique de la ville. Il y en a quand même 300 quartiers politiques de la ville en Ile-de-France. Donc, on voit bien que tout ça, c'est quand même relativement mélangé. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut bien dire quand on dit la région s'octroie une compétence régalienne. Si vous dites derrière ça, en plus, qu'on fait de l'aménagement du territoire, quand je finance la construction, parce que c'est le maire qui construit, d'un commissariat de police, je fais quoi sinon d'aménagement du territoire pour lequel la région est compétente? Quand on met des caméras de vidéoprotection, on fait quoi sinon d'aménagement du territoire? Donc la frontière est extrêmement mince et complexe. Extrêmement mince. C'est d'ailleurs pour ça qu'on passe devant des magistrats, parce que les choses ne sont pas aussi évidentes. Bon, on va bien voir ce que dit le tribunal administratif. J'espère qu'ils liront bien tous nos argumentaires et qu'ils en tiendront compte. Puis après, on fera appel si on n'est pas content. Et puis, on verra. Mais les choses ne sont pas du tout aussi simples que ça. Oui, là, c'est présenté de manière simpliste. C'est présenté de manière... Vous savez, l'attaque qui est faite est une attaque qui est purement politique, puisque la première délibération sur laquelle porte l'attaque du groupe communiste, c'est 2021. C'est-à-dire au moment où on va réélire. Les 6 premières années n'ont posé de problème à personne. Quand je vous ai dit qu'on a envoyé 89 délibérations en 10 ans, sur les 6 premières années, il ne s'est rien passé. La question ne s'est pas posée. Et au moment où on a revoté en 2021, c'est à ce moment-là que Valérie Pécresse a été attaquée par des groupes d'opposition, notamment, pas uniquement d'ailleurs, mais notamment sur ça, en disant qu'il s'octroie des compétences qu'elle n'a pas. Et une fois de plus, nous n'avons pas de compétences régaliennes. On ne fait pas de sécurité. Je ne suis pas le shérif de la région. Je me contente d'aider ceux qui font de la sécurité. C'est ça le continuum de sécurité. Un dernier mot peut-être sur les principaux enjeux sécuritaires qui concernent la Seine-et-Marne. Oui, la Seine-et-Marne, de manière générale, on a développé ce bouclier de sécurité, surtout sur la vidéoprotection, la modernisation des équipements de police et des polices municipales et intercommunales. Mais je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Frédéric, et d'accentuer le danger d'arrêter ce bouclier de sécurité. C'est-à-dire que je vais avoir la construction d'un lycée qui s'appelle Samuel Paty, qui a fait un peu l'actualité, etc., avec Valérie Pécresse. Et dans la commission départementale et surtout de sécurité, on m'oblige à renforcer, en tout cas, la vidéoprotection autour de ce lycée, donc de sécuriser l'ensemble des lycéens qui vont arriver. En ce sens. Évidemment. Donc si j'ai pas la région et si j'ai pas le département, comment je peux le faire?
Voilà, c'est tout simplement. C'est juste un exemple très concret. C'est très bien de prendre un exemple très concret puisque ça illustre l'objet de notre discussion aujourd'hui. Et donc là, on parle de jeunes, on parle de sécurité publique. Et là, Julie Ruiz, on parle d'investissement. Exactement. On parle effectivement d'investissement. Et quand vous avez fait le listing de qui pourrait financer, vous en avez oublié un. Je crois savoir pourquoi. L'État, qui a la fonction régalienne, pourrait financer si seulement, et là on en revient aux questions. C'est le fonds de la délinquance qui est fait par l'État. D'ailleurs, bien souvent, quand on donne une subvention, l'État la donne aussi, ou plutôt l'État la donne et nous, on vient aussi. Oui. Mais aujourd'hui, ce fonds n'a plus d'argent, donc ils ont arrêté de financer. Donc on ne peut pas compter sur l'État pour financer des projets comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus que la région et certains départements. Nous, on n'a jamais autant investi, à la fois dans la sécurité que dans les bâtiments, parce que c'est vrai qu'on a la chance de construire un collège par an, mais tout le monde ne peut pas le faire aujourd'hui. Donc c'est des budgets qui sont colossaux. Hein. C'est plus de 310 millions d'investissements par an pour le département. Ça sera le mot de la fin, Frédéric Pechner, si vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, il y a également dans cette complexité juridique, il y a également qu'on peut financer des projets, notamment immobiliers, qui ont un intérêt régional direct en ce qui concerne la vie économique, le tourisme, etc. Comment prétendre que la lutte contre la délinquance n'a pas un intérêt régional direct dans notre région? On se quitte là-dessus. Merci beaucoup Frédéric Pechner, merci beaucoup Christian Robach et merci infiniment Julie Ruiz d'être venue en plateau. C'était un plaisir de vous avoir autour de nous et puis surtout de nous permettre de mieux comprendre ce sujet qui était, on l'a vu, extrêmement complexe autour du bouclier sécuritaire, on le rappelle, qui est menacé. Un grand merci à tous les trois et on passe tout de suite à l'entretien culture. Et si voir flou vous permettait de poser un regard neuf sur ce qui vous entoure, si cela vous donnait une autre perception du monde et de l'art surtout, c'est l'idée géniale du musée de l'Orangerie qui, au travers de son exposition Dans le flou, nous permet de redécouvrir l'art de 1945 à nos jours, avec un point de départ aussi sublime qu'incontournable, les Nymphéas de Claude Monet. L'art du flou, on regarde la bande-annonce ensemble. Une mise en bouche et on va continuer évidemment à en discuter avec vous. Claire Bernardi, vous êtes directrice du musée de l'Orangerie, commissaire de cette exposition Dans le flou. Une question pour commencer, quand est-ce qu'on peut dater la naissance du flou ? Oh là là, une question difficile pour commencer. Ce terme même de flou est assez tardif en fait. Il est arrivé dans le vocabulaire de l'histoire de l'art et de l'art en général assez tardivement. On le voit sous la plume d'un certain Félibien. Et il permet de montrer finalement cette question de la brume lointaine dans le second plan des tableaux. Finalement, peut-être que son illustre prédécesseur, c'est le sfumato dans la peinture de la Renaissance italienne. Quand vous voyez des tableaux de Léonard de Vinci, au second plan, vous voyez une brume du paysage, et puis il y a un travail sur les ombres autour du visage. Et ça, c'est les premiers qui sont finalement les premiers flous. Il faudra attendre William Turner pour avoir un flou qui est intégré au premier plan finalement des tableaux. Qu'est-ce que ça change ? C'est un changement, j'allais dire, assez total de paradigme, de regard sur le paysage, sur une façon de représenter différemment, et puis surtout une façon de montrer que l'instable, l'inconsistant ont une place de choix. Une place de choix, exactement. Ce qui est intéressant, c'est que fin 19e siècle, il y a un véritable tournant. Le flou est dominant et c'est la figure finalement qui tend à s'évaporer, à s'effacer. Si on met en parallèle avec la photographie, ça donne quelque chose d'intéressant puisque le flou est finalement ce qui permet à l'artiste d'être dans de la subjectivité par rapport à une image qui serait instantanée et prise sur le vif.
C'est intéressant, c'est le moment où le flou artistique commence à devenir, avoir une vraie valeur, j'allais dire, dans le monde de l'art. Un moment où, en effet, la photographie vient faire le net. On parle de mise au point dans la photographie. Et les premiers essais de photographie essaient de retracer en quelque sorte ce que fait la peinture, en essayant de finalement jouer sur le flou pour être au plus près de l'art des illustres prédécesseurs et de la peinture. On découvre aussi le flou chez les symbolistes qui travaillent sur le moi intérieur. Là, on est sur des questionnements qui sont plus philosophiques, qui sont plus intimes. C'est un des points de départ de cette exposition, c'est de montrer à quel point le flou est lié à la subjectivité, à la façon dont l'homme se présente et se représente le monde, et comment lui se situe par rapport au monde qui l'entoure. Et finalement, cette idée, finalement, qu'on est dans un monde qu'on essaie de cerner, qu'on y arrive pas toujours. Et qu'on a bien du mal à cerner. Ce qui est intéressant, c'est que ça influe sur nos modes de perception en nous informant finalement sur notre manière de sourcer le départ de notre regard. On se dit, pour moi, cette image que j'ai devant les yeux représente ça, elle peut représenter quelque chose pour quelqu'un d'autre de complètement différent. L'idée, c'est de nous sortir d'une vision unique, d'une grille de lecture qui est arrêtée, qui est déterminée. C'est vraiment le principe de cette exposition, c'est de montrer à quel point les artistes nous aident. Les artistes, c'est toujours des empêcheurs de tourner en rond. Et ils nous aident à regarder un peu ce qui nous entoure en nous disant, non, il n'y a pas une seule interprétation. Il n'y a pas qu'une entrée. Il n'y a pas qu'une entrée. En regardant une œuvre et en n'arrivant pas à faire la mise au point, on part un peu loin de ce monde de certitude dans lequel on vit quotidiennement, dans lequel on nous assène parfois des vérités, on est dans un monde où on croit aller de plus en plus vers le net, vers le certain, et finalement, quand on n'arrive pas à faire la mise au point, on se dit tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça donne quoi, par exemple, sur les nymphéas de Claude Monet? Alors, les nymphéas de Claude Monet, c'est le point de départ finalement du projet de cette exposition, c'est que je suis retournée voir les nymphéas, qui sont le chef-d'œuvre du musée de l'Orangerie, que des milliers de touristes viennent voir chaque jour, et je me suis mis dans les salles et je me suis dit, en fait, on n'y voit rien. Quand on regarde l'œuvre, on ne distingue pas. On dit que c'est les nymphéas, les nénuphars qui sont dans le bassin. Mais c'est parce qu'on nous le dit. C'est parce qu'on nous le dit. Et ce n'est pas une œuvre. La question, c'est pas est-ce que c'est abstrait ou est-ce que c'est figuratif. La question, c'est qu'est-ce qui nous donne à voir. Il nous donne justement ce côté un peu, ce monde mouvant, cette eau qui fait des reflets, les reflets des saules sur le bord de l'eau. Mais ce qui nous donne à voir, c'est justement ce rien, cet incertain. Alors, ce qui est magnifique, c'est qu'on questionne les limites du visible aux frontières de l'imagerie scientifique pour certains artistes. Là, c'est deux mondes qui se croisent. On parlait tout à l'heure de la photographie, c'est vrai aussi avec l'imagerie scientifique. C'est ça, c'est que finalement, on se rend compte qu'au moment où les artistes s'emparent de ce flou, c'est le moment où surviennent les imageries scientifiques les plus à la pointe, à la fin du 19e déjà, les débuts de la radiographie, les débuts aussi de l'observation du monde céleste, les étoiles, la nébuleuse d'Orion. Ça va beaucoup inspirer les artistes. Et ça inspire beaucoup les artistes, et ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils en font, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une volonté de retranscrire, mais en fait, finalement, de s'en émanciper en montrant toute la poésie de ce monde-là. Donc c'est une matière, finalement, qui est retravaillée, vous dites qu'il s'approprie, on est clairement dans cette logique-là, pour en faire autre chose et pour en faire un objet d'art. C'est un objet d'art. Souvent, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est des artistes qui travaillent à partir de sources photographiques reproduites, et ils en font quelque chose dans un autre médium. Donc parfois, on voit du dessin qui ressemble tellement à de la photographie qu'on s'y trompe. Parfois, on voit de la photographie qui ressemble à de la peinture. Finalement. Exactement. Je me souviens d'une exposition Trompe-l'œil dont on a parlé dans l'émission cette année. L'idée, c'était finalement d'aller piéger le regardeur, comme on dit. J'aime beaucoup cette comparaison parce que le trompe-l'œil, il y a l'idée de piège. Dans le flou, il y a l'idée de nous faire perdre nos repères. Mais il y a toujours cette idée de nous dire attention, la vérité n'est pas forcément là où la voyez. Ouais. C'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure sur les nymphéas de Claude Monet. Vous disiez la question n'est pas de savoir si on est dans de la figuration ou de l'abstraction. Ce qui est intéressant, c'est presque l'indistinct finalement. C'est ce qu'on ne sait pas nommer, ce qu'on ne sait pas distinguer. Et d'ailleurs, en nous expliquant ce que finalement Claude Monet avait voulu représenter, après on rentre dans de l'intime. C'est ce que vous y voyez. C'est ce que moi j'y vois. Complètement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, cette œuvre, Les nymphéas de Monet, est une œuvre qui aujourd'hui parle beaucoup aux visiteurs. On a un besoin aussi de rester devant l'œuvre et de contempler, se laisser absorber par la peinture. Indépendamment du flou, pourquoi? Je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'apaisement. On se sent... on parle beaucoup de méditation, on se sent enveloppé. On se sent enveloppé, voilà. Et on se sent dans un monde un peu protégé, et en même temps un monde qui nous dépasse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, on est enveloppé par la peinture, et un monde un peu à part dans lequel on prend le temps. On prend le temps de regarder. Ça fait du bien.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour le spectateur, pour le regardeur, ça demande un certain effort. Et on n'est plus habitué à faire des efforts dans notre quotidien à cause notamment de ces petites machines du quotidien, nos smartphones. Ça aussi, ça vous parle? C'est même, je allais dire, un des enjeux de l'exposition. Et je suis très heureuse quand je viens dans les salles qui sont bien remplies, c'est de voir que les visiteurs prennent du temps devant les œuvres. Ça fait plaisir. Donc on conscientise ce qu'on regarde. Exactement. On passe du temps, on essaie de voir ce qui se passe, on essaie de voir si l'œuvre évolue, si nous, notre regard évolue. Et je vois que certaines œuvres déstabilisent. Et du coup, on prend le temps. J'aimerais qu'on parle de la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, puisque le flou prend une dimension politique. C'est absolument impossible de dire les atrocités, de les raconter, de les peindre, d'en faire un objet artistique tel quel, puisque c'est trop dur d'assumer ce réel. Alors là, le flou a une importance et a un rôle particulier. C'est un tournant dans la présentation de l'exposition. C'est même à peu près la colonne vertébrale de notre propos, c'est de montrer que le flou dans l'art prend une importance fondamentale après la Seconde Guerre. Il y a vraiment cette question dont vous parliez de l'impossibilité de représenter les atrocités, de peindre. Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas bien nommer cette période, qu'on ne sait pas bien la qualifier, qu'en fait elle-même, cette période est intrinsèquement floue? C'est une période floue, c'est une période de trouble, c'est une période pourtant pour laquelle nous avons des images très nettes, trop nettes. Peut-être trop, oui. Difficiles à absorber, à intégrer. Et finalement, ces images qui ont été beaucoup reproduites et qui sont parfois devenues toujours la même image, qui est devenue une sorte d'icône négative d'une période. Les artistes, en s'en emparant, en la retravaillant, cette image, par exemple, un mirador d'un camp d'extermination ou les corps dans les camps de concentration, ces images-là, en les prenant à distance, sans les reproduire, nous demande de les interroger à nouveau et surtout de prendre conscience. Elle nous force à les interroger. Elle nous force à les interroger, à les regarder à nouveau. Et encore une fois, on conscientise, encore une fois, on prend le temps. Et donc, ça rejoint la question de la quête d'identité qui suit aussi un peu ce mouvement qui a été instauré, inauguré avec cette dimension plus politique qu'a pris le flou après la Seconde Guerre mondiale. C'est une manière de questionner un avenir incertain, de se poser des questions sur soi, de se forcer, encore une fois, de s'obliger à se poser des questions. Oui, on finit les dernières œuvres de l'exposition interroge le rapport de l'individu, de la personnalité au monde, il y a la question du portrait, de l'autoportrait, comment même dans la photographie actuellement, dans la photographie contemporaine, mais même dans la photographie amateur, cette question du flou intervient. Il y a toujours une prise de distance face au monde qui nous entoure. Et puis on finit en effet sur ce constat, Futurs incertains, qui vient d'une œuvre d'un artiste qui s'appelle Mircea Cantor, qui dessine dans de la buée Unpredictable Future, qui dit tout. Et finalement, on a choisi ce titre pour finir l'exposition à un moment, je dirais, de notre monde contemporain où les futurs sont plus qu'incertains. À qui est destinée cette exposition? Est-ce qu'il faut déjà être un amateur d'art pour réussir justement à réapprécier ces œuvres? On dit souvent pour Le Petit Prince qu'il faut le lire 2 fois. Il faut le lire une première fois enfant et puis il faut le redécouvrir adulte avec cette capacité, cette matière grise qui peut nourrir l'œuvre. Est-ce que là c'est pareil? Est-ce qu'il faut déjà avoir une bonne base? C'est une exposition qui s'adresse à tous et je l'espère, nous avons vraiment fait le pari que c'est une exposition dans laquelle les œuvres sont assez fortes et jouent assez sur la perception pour qu'on en ait un premier regard immédiat. L'accompagnement didactique de l'exposition, les propos des artistes mêmes et les citations qu'on a dans l'exposition nous permettent d'aller un peu plus loin et surtout la façon dont les œuvres dialoguent ensemble. Donc je ne dirais pas qu'il n'y a pas besoin d'un background. Voilà, d'un bagage premier. Surtout qu'on veut sortir de ces grilles de lecture qu'on nous a complètement. Finalement, nos grilles de lecture finalement nous empêcheraient presque de voir et de comprendre avec un œil neuf. On vous invite évidemment à aller découvrir cette très belle exposition au musée de l'Orangerie. Ça s'appelle Dans le flou. Un grand merci d'être venu nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Et on passe tout de suite à C'est tout bon avec Laurence Saloche. Tous les jeudis, on se régale avec Laurence Saloche en plateau et je crois que là, on va triplement se régaler puisque en plus, c'est de saison et ça va nous faire du bien parce qu'on a eu tellement chaud, Laurence, on a eu tellement chaud que vous avez pensé à la glace qui est de saison. Très original, mais j'ai pensé à la glace. C'est une excellente idée. Vous allez le rendre original parce que vous allez nous parler des dernières tendances
et vous allez nous inviter à envoyer bouler les boules. Exactement. Ça me fait très peur dit comme ça, Laurence, vous vous en rendez compte. Vous, c'est beaucoup trop classique pour vous, la boule de glace classique sur un cornet, ça vous ennuie. Disons que si vous n'avez pas envie de tourner en rond, je continue dans ma métaphore, j'ai des propositions. Il y a des jolies tendances en ce moment. Il y a des très jolies tendances. Est-ce que vous connaissez l'origine de la boule de glace? Pas du tout. Moi, j'ai eu un mal de chien à la trouver. La glace, on connaît, 3000 ans avant notre ère, a priori ce sont les Chinois. Ensuite, il y a les Grecs, les Romains. Néron avait une recette déjà, il faisait une glace qui était plus proche d'un sorbet. Il allait chercher les neiges sur l'Etna, etc. Ils avaient des puits de neige, et puis sa recette était avec des fruits écrasés et du miel. Génial. Mais en effet, ça ressemble plus à un sorbet. Oui, on est dans les années, disons, allez, 17e siècle. En France, arrive la crème glacée. Le Procope, qui est vraiment une institution, c'est un des plus vieux cafés de Paris, le propose. Et là, on se dit... C'est vers Odéon, non? C'est vers Odéon. Et là, la glace est servie, c'est un succès fou, crème glacée, servie avec soit une spatule, soit une cuillère. Mais pour l'outil, pour que cette boule puisse naître, il fallait inventer cet outil. Et là, c'est un Américain qui s'appelle Sherman L. Kelly et qui était en vacances. Alors, c'est dans les années 30, il était en vacances à West Palm Beach. Et puis, il voit une malheureuse serveuse qui était avec sa cuillère en train de fendre sa glace qui était trop dure, les mains abîmées. Il s'est dit, je ne peux pas la laisser comme ça, il faut que j'invente quelque chose. En 1933, il dépose son brevet. C'est un peu l'équivalent du concours Lépine, cette histoire. Exactement. Et il invente, en fait, cette cuillère qui est... Alors, c'est pas exactement la mécanique qu'on connaît aujourd'hui, mais on trouve encore cette cuillère qui est légèrement incurvée, comme ça, avec une petite langue. Et puis à l'intérieur, il y a un liquide qui permet justement de démouler, enfin de faire fondre un tout petit peu légèrement la glace. Et là, vous avez des petits rouleaux de glace, ça compresse moins la glace. Et puis surtout, vous faites des économies parce que ça fait des boules bien sphériques et qui économisent 20 à 30% de ce qui avant devait s'ajouter à une espèce de méli-mélo sur la cuillère. Et donc, la boule... C'est les origines de... C'est les origines. Je ne vais pas vous mentir, ça reste le plus commun aujourd'hui et c'est ce qu'on prend généralement tous, mais il y a quand même de bonnes idées à retenir des tendances de l'été. Alors justement, si on veut s'affranchir de cette boule de glace académique, où va-t-on? Alors on peut y aller doucement, on va pas brusquer les esprits les plus classiques. On peut commencer par l'italienne avec son petit tourbillon absolument charmant, et puis ensuite vous allez chez Amorino, la fleur dont on a souvent parlé. Et en ce moment, ils vous mettent très souvent un macaron glacé. Et c'est là une tendance de l'été, c'est en fait de faire une... C'est peut-être sûrement la multiplication des toppings, des garnitures, qui a fait qu'on a rajouté des tas de choses sur la glace et maintenant on rajoute très souvent du gâteau. Ok, gâteau givré donc. Gâteau, alors le gâteau, ça peut être par exemple chez Claire Etzler, qui est une excellente pâtissière, elle fait dans sa verrine, elle a une glace à la fraise et au champagne rosé, elle va rajouter du gâteau de rose de Reims. Quelle élégance, par exemple. C'est joli, hein. Donc on trouve le croquant en fait, c'est ce qu'on amène dans ces glaces un peu classiques. Et puis vous avez d'autres possibilités. Chez la Durée, par exemple. Chez la Durée, on a un espèce de coupe à l'alsacienne. Alors oui, c'est exactement. Alors c'est amusant parce que je me suis dit ils vont faire classiquement un macaron givré. Et c'est pas tout à fait le cas parce que Julien Alvarez, il a l'idée d'enserrer dans sa glace de deux petites couronnes comme ça. Ça ressemble à des streusel un peu. Hein. Et c'est ça. Exactement, vous avez raison. Soit c'est ensablé selon le parfum, soit là on a une version avec un charbon végétal, du caramel, d'un doigt de piquant. C'est extrêmement gourmand. Et ça ressemble au gâteau glacé à l'américaine. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est bon. Mais c'est très très bon. Alors on a ensuite d'autres possibilités, c'est-à-dire que le gâteau était amené en garniture, et puis on peut carrément basculer dans le gâteau comme le cookie par exemple, qui devient carrément le gâteau givré. Là, c'est le Crillon. Ça fait plusieurs années maintenant qu'ils ont leur petit cabanon très chic en face de l'hôtel. Et ils proposent sur un bâtonnet, on est proche de l'Esquimau, différents parfums, mais on est vraiment sur des cookies. Alors c'est de la glace au cookie ou c'est de la pâte à cookies givrée? On a en fait une couche de cookies classique qui n'est pas trop cuit, la cuisson n'est pas trop poussée, donc on garde le moelleux. Puis ensuite, vous avez votre glace. D'accord. Si on prend le classique, on va avoir de la vanille, et puis vous allez avoir de la noisette, et puis un enrobage comme ça qui est tout à fait succulent. C'est vraiment réussi parce qu'ils en sont à la 4e ou 5e année à proposer ces pâtisseries glacées et ça marche très très bien. Et si on veut rester sur l'Esquimau? Sur l'Esquimau, alors on va chez les chocolatiers. D'accord. Parce que voilà, on va choisir une tendance du moment qui est celle des chocolatiers, où là on a la Maison du Chocolat qui s'est associée à la Glacerie de Paris et qui fait alors un tout petit esquimau, un petit esquimau tout en longueur, comme ça, une petite réglette, où là encore c'est amusant parce que les formes changent mais les parfums restent assez classiques. On reste sur de la vanille, sur du caramel, sur du chocolat. Mais voilà, on a une petite portion de glace avec ce croquant. Un petit côté de tablette de chocolat.
Ben oui, alors si on veut parler de tablettes, The French Bastard, ils sont allés encore plus loin. Alors eux, ils font une véritable tablette en chocolat, bien épaisse. On retrouve vraiment les petits carrés de chocolat. Pour être très honnête, c'est pardon, mais ça a l'air absolument incroyable, mais complètement écœurant, non? Alors, oui, moi j'ai trouvé que c'était très très dense. Ouais, c'est parce que c'est très dense. J'ai peut-être pas l'appétit d'un jeune adolescent qui croque ça comme un fou furieux. Régressif parce que, ça se partage pas. Deux, surtout le manger à la bonne température, parce que sinon ça vous reste entre les doigts. C'est très très gourmand. Voilà, il faut aller vers des appétits et c'est très régressif. J'en ai testé un. Ouais, c'est le cookie justement qui était pas mal. Et vous a plu? Et ouais, c'était assez. Alors moi j'en ai mangé que la moitié parce que j'ai un appétit d'oiseau pour ce genre de choses, mais c'est très bon pour les appétits affamés d'un 4 heures où ils n'auraient pas devancé par quoi que ce soit d'autre. Ce moment de plaisir et de gourmandise. Alors parmi les nouveautés, elles sont nombreuses, vous avez eu un coup de cœur pour une création glacée qui est pourtant un grand classique de la pâtisserie. Au départ, c'est l'opéra. L'opéra, oui. Alors un petit rappel sur cette pâtisserie qui est un vrai classique. Vous aimez, vous, l'opéra traditionnel? Oui, moi j'aime beaucoup, parce que c'est du café et que c'est un des parfums que j'apprécie particulièrement. Gaston Lenôtre s'en attribue la paternité dans les années 60. Il y a discussion. On ne sait pas si c'est vrai. Il semblerait qu'en 1955, ce soit un autre pâtissier qui s'appelle Cyril Gavillon, qui avait sa pâtisserie face au Palais Garnier. Il fait partie un peu, c'est les années New Look de Christian Dior, et lui, il veut renouveler la pâtisserie, changer de forme, il veut abandonner les rondeurs, etc. Et il crée cet opéra qui est rectangulaire, avec un biscuit Joconde, qui est un mélange beurre, farine, amande, avec du café et du chocolat. La version que nous avons aujourd'hui au Café de la Paix, elle reprend les basiques de cette recette. Et puis vous avez surtout un très joli marbré comme ça qui reproduit alors en chocolat blanc. Moi, à nouveau, je ne suis pas fan parce que je trouve que ça sucre encore davantage la pâtisserie, mais la glace au café est délicieuse. Et franchement, c'est un très bel effet. Il faut la déguster sur place. Vous n'avez pas le choix. Mais ça, c'est glacé, donc. Et c'est totalement glacé. À l'intérieur, vous avez une grosse boule de café. Et c'est vraiment, c'est frais. Et puis, il faut le déguster sur place, parce que le lieu est quand même magique. Oui, ça fait partie de la magie de la dégustation. Voilà. Et puis, ça, opéra, parce que le nom a été donné par la femme de ce pâtissier qui l'a créé dans les années 50, parce que les petits rats de l'opéra, entre deux entrechats, ils venaient sucrer le museau chez lui. Et donc, voilà, ils se sont dit, on va faire un hommage à l'opéra. Dernière tendance qui se confirme, c'est la glace pilée japonaise, c'est le kagigori. Oui. Pour les puristes, où va-t-on? Alors, il y a 2 adresses à Paris. Il y a Toraya, qui chaque année le reproduit. Alors, la spécialité, c'est le matcha. Et puis, vous avez chez Ogata, qui est une autre adresse, où alors là, on a des recettes un peu plus complexes, parce que se rajoute, selon le parfum que vous choisissez, il y en a 3. Le premier, c'est au matcha, incontournable quand on est sur la pâtisserie japonaise. Avec cette juste dose d'amertume qui est très agréable quand on n'aime pas trop le sucre. Oui, avec du haricot rouge. Et puis, alors, vous avez la version au thé vert, qui est plutôt avec des haricots blancs, et puis du genmai, là, vous savez, ce riz soufflé, un petit peu torréfié, donc c'est absolument exquis. Et puis vous avez une 3e version qui est à l'abricot, où là il y a des petits abricots secs, des petits morceaux d'abricot, du sirop d'abricot, parce que c'est un peu la spécialité à la japonaise. Vous savez, on râpait avant le bloc de glace à même la glace, pour avoir justement c'est de la même très, oui, et c'est différent de notre granité. Parce que le granité, on mélange tout et puis ensuite on fragmente une fois que c'est congelé. C'est un peu moins joli. C'est un peu plus subtil. Est-ce qu'on trouve des kagigori à la française? Oui, une adresse, Jade Genin, qui est à Avenue de l'Opéra. Et alors elle a une machine très très élaborée qu'elle a mise au point. Elle a 2 parfums tout à fait insolites que je n'ai pas testés, donc je ne peux pas vous en parler, qui sont le poivron et le concombre. Le concombre, ça doit être pas mal du tout. Et puis il y a surtout le best-seller de 2025, j'en suis quasiment sûre, c'est le tiramisu, avec une crème anglaise glacée. Donc vous avez, c'est un vrai bonheur. Ça, c'est très très bon. Alors pour le produit de la semaine, on reste sur une proposition estivale et insolite. On ne boit plus les cocktails, on les croque. On croque. Alors la durée, j'en ai parlé. Ils se sont inspirés pour parfumer leurs macarons de différents cocktails. Et leur chose plus insolite, et qui était très très réussie, je dois dire, c'est des oursons de chez la maison Boissier. Et alors, ils ont 3 cocktails qu'ils ont condensés dans ces petites gommes. Trop drôle. Il y a le Spritz, le Bellini, j'adore le Bellini. Et le Mojito. Et alors, le Mojito, c'était vraiment très bon. Je l'ai fait déguster à la rédaction. Et on a tous eu un coup de cœur parce qu'on étiez tous complètement pompettes après? Mais pas du tout. Moins de 0,2% d'alcool. L'ivresse n'est que le sel du plaisir et vous pouvez y revenir. Il n'y a pas de problème vous n'allez pas prendre une cuite, je vous rassure tout de suite. Heureusement. On termine
termine avec l'art de la table et un verre qui évoque les tablés de vacances. Oui, c'est un très joli verre. Ah oui, il est magnifique. C'est à nouveau une collaboration entre Gigi et Wow la table. Ils font souvent des choses assez originales. J'avais très envie de vous en parler d'une part parce que je trouve qu'il est assez esthétique. Magnifique. Il a ce petit pied comme ça en forme de citron avec sa feuille. Très à la mode, le citron. Oui, tout à fait. C'est l'agrume de Menton qu'on aime tous. Et surtout, il est fabriqué de façon traditionnelle, artisanalement à la bouche, à Tyr, donc village du Liban, qui est un village solidaire, et où alors non seulement on y préserve les savoir-faire les plus traditionnels, mais les réalisations sont faites essentiellement par des femmes et des handicapés. Et je trouve que voilà, c'est un joli signe de pouvoir soutenir cette initiative avant l'été, parce que très franchement, c'est vraiment joli sur une table. C'est absolument magnifique et en effet, si ça peut permettre d'être utile par là même, c'est encore mieux. Merci pour ces très belles propositions glacées. Ça donne envie de tout plaquer pour aller se manger des glaces toute la journée. Oui, on peut manger des boules, mais si on peut changer de temps en temps, vous avez bien raison. Moi, je vais tester le Kagigori de chez Jadjena. Un grand merci, Laurence Alloge, d'être venue nous en parler. Je crois que c'était votre dernière chronique avant les vacances. Alors, on vous retrouve évidemment à la rentrée. Et demain, vous retrouvez Damien Canivez. Excellente soirée.